Certaines absences ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement comme une lumière qui baisse en fin de journée sans qu'on remarque le moment exact où la pièce est devenue sombre. Et puis un jour, on relève la tête et l'on comprend que quelqu'un est parti depuis longtemps déjà, en silence, sans claquer aucune porte. C'est de ce silence-là que je voudrais vous parler aujourd'hui. Non pas du bruit des ruptures, mais de tout ce qui se passe après, dans le cœur de celui ou celle qui a laissé filer une présence précieuse sans même s'en rendre compte sur le moment. Installez-vous confortablement. Respirez un instant. Il n'y a rien à faire pendant les prochaines minutes, sinon écouter et peut-être vous reconnaître quelque part dans ce que je vais dire. Je m'appelle Christophe et je vous propose de cheminer ensemble autour d'une question qui touche presque tout le monde un jour ou l'autre, qu'on l'avoue ou non. Que ressent une personne lorsqu'elle réalise, trop tard, qu'elle vous a perdu? Et comment se manifeste ce regret quand il n'ose pas se dire à voix haute? Je tiens à le préciser d'emblée parce que c'est important pour la suite. Je ne vais pas vous donner une liste de signes pour aller surveiller quelqu'un, pour épier ses moindres gestes ou pour nourrir un espoir qui vous garderait prisonnier du passé. Ce n'est pas mon intention et ce ne serait pas vous rendre service. Ce que je vous propose est différent. Il s'agit de comprendre, avec douceur, ce qui se joue dans l'âme humaine quand on perd quelqu'un par négligence, par peur, par orgueil ou simplement par inattention, et de comprendre surtout ce que cela peut vous apprendre sur vous-même, sur votre valeur et sur la manière dont vous voulez aimer et être aimé désormais. Pourquoi est-ce que ce sujet me tient à cœur? Parce que j'ai vu, au fil des années, combien de personnes portaient en elles une blessure très particulière. Pas la blessure d'avoir été quittées brutalement, avec des mots durs et une décision claire. Non, la blessure plus sourde, plus déroutante, d'avoir été délaissée en silence, d'avoir senti l'autre s'éloigner sans explication, et de s'être demandé, des mois durant, était-ce moi? Ai-je trop demandé? Pas assez? Et de l'autre côté, j'ai rencontré tout autant de personnes qui vivaient le remords inverse. Celles qui avaient laissé partir quelqu'un de bien et qui le comprenaient seulement maintenant dans le creux d'une soirée trop calme. Vous voyez, le regret silencieux est l'une des émotions les plus universelles qui soient et l'une des plus mal comprises. Nous croyons souvent que les gens qui nous ont blessés ou abandonnés s'en moquent, qu'ils sont passés à autre chose, qu'ils ne pensent plus jamais à nous. Parfois c'est vrai. Mais bien plus souvent que vous ne l'imaginez, il y a quelque part une personne qui repense à vous dans le silence de ses nuits et qui n'osera jamais vous le dire. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'entende sur une chose. Le but de cette réflexion n'est pas de vous dire « Attendez, espérez, cette personne va revenir ». Ce serait malhonnête et surtout ce serait vous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. C'est la paix que vous méritez, avec ou sans le retour de qui que ce soit. Si, au terme de ce cheminement, vous comprenez mieux le cœur de celui qui vous a perdu, tant mieux. Mais si vous comprenez surtout mieux votre propre cœur, alors j'aurai pleinement atteint mon objectif. Prenons le temps, donc. Nous avons devant nous un long moment, et rien ne presse. Je vous propose d'avancer pas à pas, comme on marche sur un sentier de montagne, sans se précipiter, en s'arrêtant parfois pour regarder le paysage et en respirant l'air à plein poumon, car les vérités importantes ne se laissent pas attraper en courant. Elles se révèlent lentement à celui qui accepte de ralentir. Commençons par une question simple, presque naïve. Pourquoi les gens partent-ils en silence? Pourquoi tant de relations s'éteignent-elles sans un mot, sans une vraie conversation, sans cette mise au point qui aurait peut-être tout changé? J'ai longtemps réfléchi à cela, et je crois que la réponse tient en un mot que nous n'aimons pas reconnaître chez nous: la peur. Nous partons en silence parce que nous avons peur. Peur du conflit, peur de faire mal,
peur d'entendre des reproches, peur de devoir nous expliquer alors que nous ne comprenons pas nous-mêmes ce qui nous traverse. Le silence, c'est souvent le refuge des âmes qui n'ont pas appris à dire ce qu'elles ressentent. Imaginez une personne, appelons-la simplement quelqu'un, car ce pourrait être vous ou moi ou n'importe qui. Cette personne vit une relation belle, sincère, mais qui lui demande quelque chose qu'elle ne s'est pas encore donné. De la vulnérabilité peut-être, de la constance, une présence émotionnelle qu'elle n'a jamais reçue elle-même, enfant, et qu'elle ignore comment offrir à l'âge adulte. Alors, plutôt que d'affronter ce manque, plutôt que de dire « je ne sais pas faire, aide-moi », elle recule. Doucement, elle répond un peu moins vite au message. Elle se rend un peu moins disponible, elle invente des occupations. Et un jour, sans l'avoir vraiment décidé, elle a disparu. Voilà comment naissent tant de silences. Non pas dans la méchanceté, mais dans l'incapacité. Et c'est précisément là que le regret prend racine. Parce que cette personne, en s'éloignant, croit se protéger. Elle pense fuir un inconfort. Mais ce qu'elle fuit, en réalité, c'est l'une des plus belles choses qui lui soit arrivée. Sur le moment, elle ne le voit pas. La distance lui semble être un soulagement. Ce n'est que plus tard, quand le quotidien reprend ses droits, quand l'effet anesthésiant de la fuite se dissipe, qu'elle commence à sentir le vide. Et ce vide a un nom. C'est le regret qui n'ose pas encore se dire. Je vais vous confier une chose que j'ai observée bien des fois. Le regret amoureux ou amical ne surgit presque jamais au moment de la séparation. Il arrive en différé. Comme ces étoiles dont la lumière met des années à nous parvenir, le manque de l'autre se révèle souvent longtemps après son départ. C'est pourquoi tant de gens se trompent en pensant « si elle regrettait, elle serait déjà revenue ». Le regret ne fonctionne pas ainsi. Il mûrit lentement, dans l'ombre, à l'abri des regards, et parfois même à l'abri de la propre conscience de celui qui le porte. Entrons maintenant dans le cœur de notre sujet. Quels sont donc ces signes, ces manifestations discrètes par lesquelles se trahit le regret silencieux? Je vais vous en proposer plusieurs, non pas comme une grille à appliquer froidement, mais comme autant de fenêtres ouvertes sur la complexité du cœur humain. Et à chaque fois, je vous inviterai à vous demander qu'est-ce que cela me dit de la nature de l'amour, du lien et de la perte? Le premier signe, le plus subtil de tous, c'est la réapparition sans raison. Vous savez, ce message qui tombe un soir, après des semaines ou des mois de silence complet, un message anodin, presque vide de sens. Coucou, comment vas-tu? Ou bien, je suis tombé sur une chanson qui m'a fait penser à toi. Ou encore ce grand classique. Désolé de te déranger, je voulais juste savoir si tu allais bien. Sur le papier, ce n'est rien. Mais réfléchissez. Pour qu'une personne brise un long silence, il a fallu qu'elle pense à vous suffisamment fort, suffisamment longtemps, pour oser tendre la main à nouveau. Personne ne réapparaît dans la vie de quelqu'un dont il s'est totalement détaché. On ne revient que là où une partie de nous est restée. Ce qui est touchant et un peu triste à la fois, c'est que ces réapparitions se déguisent presque toujours en banalité. La personne qui vous écrit ne dira pas « Tu me manques, j'ai fait une erreur ». Ce serait trop direct, trop dangereux, trop nu. Alors elle se cache derrière un prétexte. Une chanson, une date, un souvenir, une fausse question pratique. Le prétexte est le costume que met le regret pour avoir le droit de sortir. Et si vous savez regarder au-delà du costume, vous verrez souvent, dessous, un cœur qui n'a pas tout à fait tourné la page. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette idée, parce qu'elle me paraît essentielle. Nous communiquons rarement de façon directe quand il s'agit de nos émotions les plus fragiles. Nous tournons autour, nous testons le terrain. C'est humain, c'est même profondément touchant. Derrière le « comment vas-tu » de minuit, il y a parfois tout un monde de regrets, d'hésitations, de courage rassemblé pendant des jours. Apprenez à entendre ce qui ne se dit pas.
non pour vous y accrocher, mais pour comprendre que vous n'avez peut-être pas compté aussi peu que vous le pensiez. Si ce que je partage avec vous depuis le début résonne en vous, si cela éveille quelque chose, je vous invite à prendre un instant pour laisser un like et vous abonner. Cela permet à ces réflexions de continuer à exister et de rejoindre d'autres personnes qui en ont peut-être besoin ce soir. Et puis, cela nous permet de poursuivre ce chemin ensemble, épisode après épisode. Voilà. Reprenons tranquillement. Le deuxième signe du regret silencieux est plus indirect encore, et pourtant je le trouve d'une grande éloquence. C'est ce que j'appellerais la présence par procuration. La personne ne vous contacte pas directement, mais elle reste présente dans votre orbite par des moyens détournés. Elle regarde vos publications sans jamais réagir. Elle prend des nouvelles auprès d'un ami commun, l'air de rien. Elle se trouve, comme par hasard, dans les lieux que vous fréquentiez ensemble. Elle maintient un fil invisible entre vous et elle, juste assez fin pour ne pas se rompre, juste assez discret pour ne pas l'engager. Pourquoi agit-on ainsi ? Parce que couper complètement serait un aveu. Ce serait reconnaître que c'est fini, vraiment fini. Et le cœur qui regrette n'est pas prêt à cet aveu. Il préfère rester dans une zone grise, un entre-deux confortable, où il peut continuer à se nourrir d'un peu de votre présence sans prendre le risque de se déclarer. Cette zone grise, voyez-vous, est le territoire favori des regrets qui n'osent pas. On y reste parfois des années, à surveiller de loin une vie dont on a soi-même choisi de sortir. Permettez-moi ici une réflexion plus personnelle. J'ai longtemps cru que l'indifférence était le contraire de l'amour. Avec le temps, j'ai compris que je me trompais. Le véritable contraire de l'amour, ce n'est pas l'indifférence, c'est l'oubli. Et tant qu'une personne ne vous a pas oublié, tant qu'elle continue à vous chercher du regard, même de loin, même en silence, c'est qu'une part d'elle vous tient encore. L'indifférence apparente n'est souvent qu'un masque posé sur un attachement qui refuse de mourir. Méfiez-vous des apparences froides. Elles cachent parfois les feux les plus tenaces. Le troisième signe, c'est l'idéalisation du passé. Quand une personne regrette de vous avoir perdu, sa mémoire se met à réécrire l'histoire. Les défauts qu'elle vous trouvait s'estompent. Les disputes s'effacent et ne restent surnageant dans son souvenir que les moments lumineux. Vos rires, votre douceur, cette façon que vous aviez de la comprendre sans qu'elle ait les besoins de tout expliquer. C'est un phénomène psychologique très puissant. Nous avons tendance à embellir ce que nous avons perdu, parce que l'absence agit comme un filtre qui ne laisse passer que la lumière. Vous avez sans doute déjà remarqué cela en vous-même. On ne mesure souvent la valeur d'une présence qu'au moment où elle nous fait défaut. Tant qu'une personne est là, à nos côtés, jour après jour, nous nous habituons à elle. Nous cessons de la voir vraiment. Sa présence devient comme l'air que nous respirons, indispensable, mais invisible à force d'être constante. Et puis elle s'en va. Et soudain, l'air manque. C'est seulement alors que nous comprenons ce que nous avions. Le regret, au fond, c'est souvent de la gratitude qui arrive trop tard. Je trouve qu'il y a là une grande leçon, valable pour chacun de nous. N'attendons pas de perdre les gens pour mesurer leur prix. Regardons-les pendant qu'ils sont là. Disons-leur. Aujourd'hui, peut-être, vous avez auprès de vous quelqu'un que vous tenez pour acquis, quelqu'un dont vous ne mesurez plus tout à fait la chance qu'il représente. Ne devenez pas, à votre tour, celui qui regrettera en silence. Le moment d'aimer pleinement, c'est maintenant, pas dans le souvenir. Avançons. Le quatrième signe est ce que je nommerais la difficulté à passer à autre chose. Une personne qui ne regrette pas reconstruit sa vie sans entrave. Elle s'ouvre à de nouvelles rencontres, elle investit de nouveaux liens, elle avance, mais celle qui regrette se heurte sans cesse à un obstacle invisible. Les nouvelles relations lui semblent fades. Elle compare sans le vouloir.
Elle cherche chez les autres ce qu'elle a connu avec vous et ne le trouve pas. Et cette comparaison permanente la maintient dans une forme de loyauté inconsciente envers ce qui fut. Vous voyez, le cœur humain n'est pas une page que l'on tourne d'un simple geste. Certaines présences laissent une empreinte si profonde qu'aucune autre ne vient, tout à fait si superposée. Quand quelqu'un peine à vous remplacer, c'est qu'il avait avec vous quelque chose d'irremplaçable. Et il le sait désormais. C'est peut-être la forme la plus douloureuse du regret. Non pas pleurer ce qu'on a perdu, mais constater, rencontre après rencontre, que rien ni personne ne vient combler exactement ce vide-là. Je veux toutefois nuancer mon propos, car je ne voudrais surtout pas vous laisser croire que cette difficulté de l'autre devrait devenir votre espérance. Que quelqu'un peine à vous oublier, c'est une chose. Que vous bâtissiez votre paix sur cette difficulté, c'en est une autre, beaucoup plus dangereuse. Car alors vous lieriez votre sérénité à une personne qui, elle, n'a pas choisi de revenir. Vous resteriez suspendu à son hésitation. Et croyez-moi, il n'y a pas de prison plus subtile que celle où l'on en attend qu'un autre nous libère. J'aimerais profiter de ce moment, alors que nous avons déjà parcouru un certain chemin ensemble, pour vous adresser une suggestion toute simple, une recommandation amicale, sans rien d'insistant. Si ces questions de cheminement intérieur, de connaissance de soi, de vie émotionnelle vous intéressent, et le fait que vous soyez encore là à m'écouter me laisse penser que oui, sachez qu'il existe de très beaux ouvrages sur ces thèmes. En scannant le code QR qui apparaît à l'écran ou en suivant le lien dans la description de cette vidéo, vous découvrirez une sélection de livres consacrés au développement personnel, à la psychologie, à la connaissance de soi et à la vie intérieure. Je tiens à être tout à fait honnête avec vous, ces livres ne sont pas de moi. Ce ne sont pas mes ouvrages, mais ce sont des lectures qui peuvent accompagner utilement votre propre réflexion, prolonger ce que nous explorons ensemble et vous tenir compagnie dans les moments où l'on a besoin de mots justes. Voyez cela comme une porte ouverte, rien de plus. Vous êtes libre de la franchir ou non. Et maintenant, revenons à notre cheminement. Le 5e signe du regret silencieux est sans doute le plus émouvant, c'est le changement tardif. Vous savez, lorsqu'une personne, après votre départ, se met soudain à devenir ce que vous lui demandiez d'être autrefois, plus présente, plus expressive, plus engagée, comme si votre absence avait été le déclic qu'aucune de vos paroles n'avait su provoquer. C'est un phénomène que je trouve profondément humain et terriblement triste, car bien souvent ce changement arrive trop tard et pour quelqu'un d'autre que vous. Pensez à cette situation si fréquente. Une personne reproche à son partenaire de ne pas savoir s'ouvrir, de ne jamais parler de ses émotions. Le partenaire n'y parvient pas, malgré les demandes répétées. La relation s'effiloche, puis se termine. Et quelques années plus tard, on apprend que cette même personne est devenue, dans une nouvelle relation, d'une douceur et d'une ouverture remarquables. Pourquoi ? Parce que la perte a été son maître. Parce qu'il a fallu qu'elle vous perde pour comprendre ce que vous essayez de lui enseigner. La leçon a été reçue, mais c'est un autre qui en récolte les fruits. Si vous avez vécu cela, je sais combien c'est douloureux. On se dit, pourquoi pas avec moi ? Pourquoi a-t-il fallu que je parte pour qu'il change ? Je voudrais vous offrir un éclairage qui, je l'espère, apaisera un peu cette douleur. Ce n'est pas que vous ne valiez pas la peine de l'effort, c'est que parfois l'être humain n'apprend que par la perte. Tant qu'il vous avait, il pouvait se permettre de ne pas grandir car votre présence comblait ses manques. Votre départ a retiré ce confort, et c'est seulement dans le froid de votre absence qu'il a trouvé la motivation de devenir meilleur. Vous avez été, sans le savoir, la cause de sa transformation. Votre passage dans sa vie n'a pas été vain. Il a laissé quelqu'un de plus conscient, de plus mûr. Ce n'est pas la consolation que vous espériez, je sais.
mais c'est une forme de sens. Prenons une respiration, ici. Tout ce que je vous dis peut remuer des choses. C'est normal. Laissez ces émotions monter sans les juger. Il n'y a rien de mal à ressentir de la tristesse, ou même un soupçon d'amertume. Ces émotions font partie du chemin. Ce qui compte, c'est de ne pas s'y installer durablement, de les laisser traverser comme des nuages dans le ciel, sans croire qu'elles sont le ciel tout entier. Si ce que vous entendez vous touche et vous aide à mettre des mots sur des choses que vous ressentiez, sans pouvoir les nommer, pensez à vous abonner. Ainsi, vous continuerez à recevoir ces réflexions sur l'art d'aimer, de se quitter et surtout de se retrouver soi-même. Et si quelqu'un autour de vous traverse une période semblable, n'hésitez pas à partager. Parfois, les bons mots arrivent au bon moment dans la vie de quelqu'un et changent tout. Le 6e signe, maintenant. Je l'appellerai l'aveu déguisé en hasard. Il arrive un moment où la personne qui regrette ne peut plus tout à fait contenir ce qu'elle ressent. Mais comme elle n'ose pas le dire, franchement, elle le glisse, l'air de rien, dans une conversation. Une phrase lâchée comme par mégarde, je n'ai plus jamais retrouvé ce qu'on avait. Ou bien, tu sais, j'ai beaucoup repensé à nous ces derniers temps. Ou cette formule désarmante, j'ai fait des erreurs que je ne ferai plus aujourd'hui. Ce sont des aveux qui avancent masqués, prêts à se rétracter au moindre signe de danger. Observez bien la mécanique de ces phrases. Elles sont toujours formulées de manière à pouvoir être reprises, minimisées, transformées en simple constat si l'autre ne réagit pas favorablement. C'est une protection. La personne ouvre une porte, mais garde la main sur la poignée, prête à la refermer. C'est tout le drame de l'orgueil et de la peur mêlée. On voudrait être compris sans avoir à se rendre vulnérable. On voudrait que l'autre devine pour ne pas avoir à le dire. Mais l'amour, le vrai, demande parfois ce courage-là, celui de dire les choses clairement, en acceptant le risque d'être blessé. Et c'est là, peut-être, que se trouve l'une des plus grandes leçons de tout ceci. Tant de relations se perdent non par manque d'amour, mais par manque de courage, par incapacité à dire « au bon moment, tu comptes pour moi, j'ai peur de te perdre, aide-moi à mieux t'aimer ». Ces phrases simples, nous les gardons trop souvent pour nous et nous les ressortons trop tard, quand la personne est déjà partie. Apprenons, vous et moi, à les dire à temps. C'est peut-être le plus beau cadeau que cette réflexion puisse nous faire. Le 7e signe est plus discret, presque imperceptible, mais d'une grande vérité. C'est le soin particulier qu'une personne met à ne pas vous faire de mal, même après la séparation. Vous remarquerez que quelqu'un qui regrette évite soigneusement de vous blesser. Il reste correct, prévenant, presque trop poli. Il prend de vos nouvelles avec délicatesse. Il ne dit jamais de mal de vous. Comme s'il voulait préserver dans votre cœur et dans le sien une image intacte de ce qui a été. Ce soin-là est une forme d'amour qui survit. On ne protège ainsi que ce à quoi l'on tient encore. À l'inverse, et je vous dis cela pour équilibrer mon propos, il existe des personnes qui, par regret, deviennent au contraire distantes et froides. Pourquoi ? Parce que vous voir leur est trop douloureux. Parce que la proximité ravive une plaie qu'elles préfèrent tenir fermée. Ne confondez donc pas toujours froideur et indifférence. Parfois, celui qui vous fuit le plus est celui que votre présence remue le plus profondément. Le cœur humain est paradoxal. Il s'éloigne souvent de ce qu'il désire le plus, par crainte de ne pouvoir le supporter. Nous voici arrivés à un point du chemin où je voudrais marquer une pause un peu plus longue et changer légèrement de perspective. Jusqu'ici, nous avons regardé du côté de celui qui regrette. Nous avons essayé de comprendre son cœur, ses signes, ses contradictions. Mais il est temps, maintenant, de tourner notre regard vers vous, vers celui ou celle qui a été perdu en silence. Car c'est là, au fond, que se trouve l'essentiel de notre travail intérieur. Posons-nous une question franche.
Pourquoi cherchons-nous tant à savoir si l'autre regrette? Qu'est-ce que cela viendrait combler en nous? Soyons honnêtes ensemble. Bien souvent, ce que nous cherchons dans le regret de l'autre, c'est une réparation, une confirmation de notre valeur. Nous voudrions entendre « tu valais la peine ». J'ai eu tort de te laisser partir. Parce que, quelque part, le départ silencieux de l'autre a semé en nous un doute, le doute de ne pas avoir été assez. Et nous attendons que ce doute soit levé de l'extérieur, par celui-là même qui l'a fait naître. Or, voici ce que je voudrais vous dire, avec toute la douceur dont je suis capable. Votre valeur ne dépend pas du regret de quelqu'un d'autre. Elle ne dépend pas de savoir s'il pense à vous la nuit, s'il a réécrit votre histoire en mieux, s'il vous surveille de loin. Tout cela, au fond, ne change rien à ce que vous valez. Vous valiez la peine d'être aimé avant qu'il vous perde, vous valez la peine pendant qu'il regrette, et vous vaudrez la peine même s'il vous oublie complètement. Votre valeur n'est pas suspendue à la conscience qu'un autre en a. Elle est en vous, entière, intacte, indépendante de tout regard extérieur. C'est une vérité difficile à intégrer, je le sais. Nous sommes des êtres profondément relationnels et nous avons un besoin légitime d'être reconnus, vus, aimés. Mais il existe une différence capitale entre avoir besoin d'amour, ce qui est sain, et faire dépendre toute notre valeur du regard d'une personne précise, ce qui nous rend esclaves. Le chemin de la liberté intérieure passe par ce déplacement délicat. Cessez de chercher dehors la confirmation de ce que nous pouvons reconnaître au dedans. Si cette idée vous parle, si elle vous semble importante, prenez un instant pour la laisser s'installer. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces territoires de l'âme. Ces réflexions n'ont de sens que partagées, et c'est votre présence, votre écoute qui leur donne vie. Je voudrais maintenant vous raconter une histoire simple, comme il en existe tant. Imaginez une femme, appelons-la Hélène, même si son nom n'a pas d'importance. Hélène a aimé un homme pendant plusieurs années. Un homme qu'elle a senti peu à peu se détacher. Sans cri, sans explication. Il est devenu distant, absorbé par son travail, indisponible. Et un jour il est parti, en disant simplement qu'il avait besoin d'espace. Hélène est restée seule avec ses questions. Pendant des mois, elle a ressassé. Qu'avait-elle fait de mal? Aurait-elle dû se taire davantage ou parler plus? Aimer autrement? Hélène a passé un temps considérable à guetter des signes. Elle scrutait ses réseaux, espérait un message, interprétait le moindre indice. Sa vie tout entière s'était organisée autour d'une attente. Celle qu'il revienne, ou au moins qu'il reconnaisse son erreur. Et plus elle attendait, plus elle se vidait d'elle-même. Car pendant tout ce temps, passé à fixer la porte par laquelle il était sorti, elle ne regardait plus toutes les autres portes de sa propre vie. Elle ne voyait plus ses amis, ses passions, ses projets, sa lumière intérieure. Elle s'était réduite à une seule question. M'aime-t-il encore, malgré tout? Un jour, et c'est là que l'histoire d'Hélène devient celle de tant d'entre nous, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Hélène a compris, lors d'une conversation avec une amie, qu'elle avait confié à cet homme le pouvoir de décider de sa valeur. Tant qu'il ne reviendrait pas, elle se sentirait insuffisante. Et si jamais il revenait, elle se sentirait enfin digne. Mais dans les deux cas, c'était lui qui tenait les clés. Elle n'était plus que spectatrice de sa propre vie. Et cette prise de conscience a tout déplacé. Hélène a alors entamé un travail patient, lent, parfois douloureux. Elle a cessé de guetter. Non pas d'un coup, mais progressivement. Elle a recommencé à voir ses amis, à écrire ce qu'elle aimait tant autrefois, à marcher dans la nature, à s'occuper de son corps, de son sommeil, de ses rêves. Et un matin, elle s'est aperçue qu'elle avait passé toute une journée sans penser à lui, puis deux, puis une semaine. Non pas qu'elle l'eût oublié, on n'oublie pas ainsi ceux qu'on a aimés, mais il avait cessé d'occuper le centre.
Il était redevenu une partie de son passé, et non le maître de son présent. Et voici la fin de l'histoire, celle qui me semble la plus importante. Bien des mois plus tard, alors qu'Hélène avait reconstruit sa vie, qu'elle s'était retrouvée, qu'elle rayonnait à nouveau, un message est arrivé, de lui, un message timide, maladroit. Il disait en substance qu'il avait fait une erreur, qu'il pensait souvent à elle, qu'il regrettait. Le fameux regret tant espéré était enfin là, noir sur blanc. Et savez-vous ce qu'a ressenti Hélène en le lisant? Ni triomphe, ni joie débordante, ni soulagement immense, simplement une forme de paix douce, presque détachée. Car ce regret qu'elle avait tant attendu n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle n'en avait plus besoin pour savoir qu'elle valait la peine. Elle le savait déjà. C'est cela, voyez-vous, la vraie guérison. Non pas obtenir le regret de l'autre, mais ne plus en avoir besoin. Le jour où le regret de celui qui vous a perdu ne vous fait plus ni chaud ni froid, ce jour-là, vous êtes libre. Non parce que vous ne ressentez plus rien, mais parce que votre paix ne dépend plus de lui. Et c'est vers cette liberté-là que je voudrais vous accompagner doucement dans le temps qu'il nous reste. Reprenons notre souffle un instant. Nous avons exploré beaucoup de choses. Les signes du regret silencieux, la réapparition sans raison, la présence par procuration, l'idéalisation du passé, la difficulté à passer à autre chose, le changement tardif, l'aveu déguisé en hasard, le soin de ne pas blesser. Et puis nous avons opéré ce retournement essentiel en passant du cœur de l'autre au vôtre. Maintenant, je voudrais creuser une question qui me paraît cruciale. Que faire de tout cela? Car comprendre ne suffit pas. On peut très bien comprendre que l'autre regrette, comprendre que notre valeur ne dépend pas de lui, et continuer pourtant à souffrir, à attendre, à espérer. La compréhension est une lumière, mais elle n'est pas encore le chemin. Le chemin, il faut le marcher pas après pas, avec ses pieds et son cœur. Alors parlons concrètement de ce cheminement. La première chose, c'est d'accepter de ressentir. Beaucoup de gens, face à la perte, font l'erreur de vouloir étouffer leur peine. Ils se disent « Je ne dois pas penser à lui, je ne dois pas être triste, je dois aller de l'avant ». Et ils refoulent, ils répriment, ils s'occupent frénétiquement pour ne pas sentir. Mais une émotion que l'on refuse de ressentir ne disparaît pas. Elle s'enfouit et elle nous travaille de l'intérieur, sourdement. La voie de la guérison n'est pas dans le refus de la douleur, mais dans son accueil. Oser être triste, oser pleurer si besoin, oser nommer le manque. C'est en traversant l'émotion qu'on s'en libère, jamais en la contournant. J'aime cette image, nos émotions sont comme des vagues. Si vous tentez de retenir une vague, de l'empêcher de déferler, elle vous submergera. Mais si vous la laissez venir, monter, vous portez un instant, puis se retirer, elle passera. Toutes les vagues passent. Aucune émotion, aussi violente soit-elle, n'est éternelle. La tristesse que vous ressentez aujourd'hui ne sera pas la même dans 6 mois, ni dans 1 an, à condition de la laisser couler et non de bâtir des digues qui la figeront en vous. La deuxième chose, c'est de cesser d'interpréter. Combien d'heures perdons-nous à analyser le comportement de l'autre? Pourquoi a-t-il liké cette photo? Que voulait dire ce message? Pense-t-il à moi? Va-t-il revenir? Cette activité mentale incessante est épuisante et surtout, elle est stérile, car nous ne pouvons pas connaître avec certitude le cœur d'autrui. Nous projetons sur ces gestes nos espoirs et nos craintes, et nous construisons des récits qui en disent plus long sur nous que sur lui. À un moment, il faut savoir déposer cette quête d'interprétation, non par indifférence, mais par sagesse. Il faut accepter de ne pas savoir et de vivre quand même. Je vous propose un petit exercice intérieur que vous pourrez reprendre quand votre esprit s'emballera. Chaque fois que vous vous surprenez à interpréter, à analyser le comportement de l'autre, posez-vous cette simple question: est-ce que cette pensée me rapproche de ma paix ou m'en éloigne? C'est tout. Pas de jugement, pas de lutte.
juste cette question comme une boussole. Et le plus souvent, vous constaterez que ces ruminations vous éloignent de votre paix. Alors, doucement, vous pourrez ramener votre attention vers ce qui dépend vraiment de vous. Votre journée, votre respiration, votre présence au monde. La troisième chose, c'est de réinvestir votre propre vie. Quand on est obnubilé par quelqu'un qui est parti, on déserte sa propre existence. On ne vit plus que dans l'attente, dans le souvenir, dans l'hypothèse. Le remède est de revenir, pied à pied, vers ce qui constitue votre vie à vous, vos amitiés, vos talents, vos projets, ce qui vous fait vibrer indépendamment de toute histoire amoureuse. Plus vous remplirez votre vie de sens et de présence, moins l'absence de l'autre occupera de place. Non parce que vous l'aurez chassé, mais parce que vous aurez fait grandir tout le reste autour. Permettez-moi une réflexion qui me tient à cœur. Nous ne sommes pas faits pour graviter autour d'une seule personne. Notre âme est vaste, multiple, faite pour aimer de 1000 manières. L'amitié, la beauté, la création, la nature, le service aux autres, la spiritualité, la simple joie d'exister. Quand nous concentrons toute notre soif d'amour sur un unique être, et que cet être s'en va, nous nous retrouvons dévastés. Mais quand nous apprenons à puiser de la joie à de multiples sources, aucune perte, aussi douloureuse soit-elle, ne peut nous anéantir tout à fait. La diversité de nos attachements est une forme de sagesse et même de protection. Nous avons cheminé un long moment déjà, et je vous remercie de votre fidélité. Si ce contenu vous accompagne, si vous sentez qu'il vous fait du bien, je vous invite à laisser un like et à vous abonner. C'est un geste simple, mais qui compte beaucoup. Il permet à ces réflexions de rejoindre d'autres personnes et il nous permet, à vous et à moi, de continuer ce dialogue épisode après épisode. Merci d'être là. J'aimerais maintenant aborder une question délicate, mais importante. Que faire si la personne qui vous a perdu revient vraiment? Car cela arrive. Parfois, le regret silencieux finit par se dire « et celui qui était parti tend la main pour revenir ». Comment réagir alors sans se trahir soi-même? La première chose à se rappeler, c'est que le retour de quelqu'un ne vous oblige à rien. Vous n'avez pas à accueillir à bras ouverts celui qui vous a fait souffrir sous prétexte qu'il regrette enfin. Le regret de l'autre ne crée pas une dette pour vous. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire « Je comprends que tu regrettes, mais je ne souhaite pas reprendre ». Et ce n'est ni de la dureté, ni de la vengeance. C'est de la fidélité à vous-même. La deuxième chose, c'est de regarder lucidement ce qui a changé. Si vous envisagez un retour, posez-vous la question. Qu'est-ce qui sera différent cette fois? La personne a-t-elle réellement transformé ce qui l'avait poussé à partir? Ou bien revient-elle simplement par peur de la solitude, par nostalgie, par confort? Le regret seul ne suffit pas à reconstruire une relation. Il faut du changement réel, de la conscience, du travail. Sans cela, vous risqueriez de revivre exactement la même histoire et de souffrir à nouveau du même silence. Mais je voudrais aussi équilibrer ce propos, car je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un retour est forcément voué à l'échec. Il existe de belles secondes chances. Des relations qui, après une séparation et une vraie maturation, renaissent plus solides, plus conscientes, plus profondes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le fait de revenir ou non. C'est la lucidité, l'honnêteté et le travail intérieur accompli par chacun pendant la séparation. Une relation qui renaît sur des bases neuves peut être plus belle que la première fois. Une relation qui renaît sur les mêmes vieilles bases ne fera que répéter ses blessures. Le critère que je vous propose est simple et il ramène toujours à vous. Demandez-vous, est-ce que cette relation, telle qu'elle pourrait renaître, me permettrait d'être pleinement moi-même, de grandir plutôt que de me rétrécir, d'être en paix plutôt qu'en alerte permanente? Si la réponse est oui, peut-être qu'une seconde chance a du sens. Si la réponse est non, alors aucun regret de l'autre,
aussi sincère soit-il, ne devrait vous faire renoncer à votre propre épanouissement. Je voudrais à présent prendre un peu de hauteur et réfléchir avec vous au sens plus profond de tout cela. Pourquoi perdons-nous les gens? Pourquoi tant d'histoires belles finissent-elles en silence? Y a-t-il une leçon à tirer de ces pertes qui nous traversent? Je crois, au fond, que chaque relation qui se termine nous enseigne quelque chose. Parfois, elle nous apprend à mieux choisir. Parfois, elle nous révèle nos propres schémas, nos manières répétitives d'aimer ou de fuir. Parfois, elle nous montre une blessure ancienne que nous portions sans le savoir et qui ne demandait qu'à être vue pour commencer à guérir. Aucune perte n'est totalement vaine si nous acceptons d'en recevoir l'enseignement. La souffrance, lorsqu'elle est traversée avec conscience, devient une école exigeante, douloureuse, mais une école quand même. Pensez à toutes les personnes qui ont traversé votre vie et qui n'y sont plus. Chacune vous a laissé quelque chose, une manière de voir le monde, un goût, une habitude, une chanson, une force ou une fragilité dont vous avez appris à prendre soin. Nous sommes, chacun de nous, le fruit de toutes ces rencontres et de toutes ces séparations. Même ceux qui nous ont quittés en silence ont contribué à faire de nous qui nous sommes. Et il y a, dans cette pensée, une forme de paix. Rien de ce que nous avons vécu n'est tout à fait perdu. Tout se transforme en nous et nous façonne. Je voudrais maintenant vous parler du pardon, car on ne peut pas parler de perte silencieuse sans aborder cette question. Quand quelqu'un nous a quittés sans un mot, en nous laissant dans le doute et la douleur, une part de nous lui en veut. C'est légitime. Mais cette rancune, si nous la gardons, devient un poids que nous traînons indéfiniment. Pardonner, ce n'est pas excuser. Ce n'est pas dire que ce qui a été fait était acceptable. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser cette blessure gouverner notre présent. C'est déposer le fardeau pour pouvoir avancer plus léger. Et je vais vous dire quelque chose qui surprend parfois. Le pardon le plus difficile, ce n'est pas toujours celui que l'on accorde à l'autre, c'est celui que l'on s'accorde à soi-même. Car souvent, après une perte silencieuse, nous nous accusons. Nous nous disons « j'aurais dû voir les signes, j'aurais dû agir autrement, j'aurais dû être différent ». Ce procès intérieur, permanent et impitoyable, nous ronge. Apprenez à vous pardonner. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque. Vous n'aviez pas, à ce moment-là, la sagesse que vous avez aujourd'hui. On ne peut pas reprocher à la personne que nous étions hier de ne pas avoir su ce que nous savons maintenant. Soyez doux avec vous-même. C'est peut-être la forme de douceur la plus rare et la plus nécessaire. Reprenons notre respiration à ce moment du chemin. Sentez peut-être que quelque chose s'apaise en vous à mesure que nous avançons. C'est cela, le travail intérieur. Non pas une transformation soudaine, mais un lent desserrement, comme un nœud qui se défait fil par fil. Soyez patient avec vous-même. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y a des jours de lumière et des jours de retour de la nuit. C'est normal. C'est même le signe que vous êtes vivant et que vous cheminez vraiment. Je voudrais aborder à présent un autre aspect, plus subtil. Il existe une forme particulière de souffrance liée aux pertes silencieuses. C'est le manque de clôture. Quand quelqu'un nous quitte avec des mots, avec une explication même douloureuse, nous pouvons au moins comprendre, tourner la page, faire notre deuil. Mais quand le départ se fait dans le silence, sans explication, nous restons avec un dossier ouvert dans le cœur, une question sans réponse. Et notre esprit, qui déteste l'incertitude, tourne et retourne cette question sans fin. Comment trouver une clôture quand l'autre ne nous l'a pas donnée? Voici ce que j'ai compris et que je voudrais vous transmettre. La clôture n'est pas quelque chose que l'autre nous donne. C'est quelque chose que nous nous offrons à nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin que la personne revienne vous expliquer pourquoi elle est partie. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails de son cœur.
Vous pouvez décider par vous-même de clore ce chapitre, de dire « Je ne saurai peut-être jamais pourquoi, et c'est acceptable. Je choisis d'avancer quand même. » La clôture est un acte de liberté intérieure, pas un cadeau qui viendrait de l'extérieur. Je sais que cela demande du courage. Renoncer à comprendre, c'est difficile. Nous aimerions, tant que les choses aient un sens clair, une explication nette. Mais la vie, et surtout la vie du cœur, est rarement aussi nette. Bien souvent, les gens partent pour des raisons qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Attendre d'eux une explication parfaite, c'est attendre quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas à offrir. Mieux vaut alors se libérer de cette attente et trouver en soi la paix que l'on cherchait au dehors. Permettez-moi de partager avec vous une autre image qui me semble juste. Imaginez que vous teniez dans votre main une braise brûlante en espérant se laisser lancer sur la personne qui vous a fait du mal. Tant que vous gardez cette braise, c'est vous qui vous brûlez, pas elle. La rancune, l'attente, le ressentiment fonctionnent ainsi. Nous croyons les diriger contre l'autre, mais c'est nous qui le consument. Lâcher la braise, ce n'est pas pardonner à l'autre par faiblesse, c'est cesser de se brûler soi-même. C'est un acte de soin envers votre propre cœur. Nous approchons de la dernière partie de notre cheminement, et avant cela, je voudrais vous redire une chose simple. Si ces réflexions vous accompagnent, si elles vous aident à y voir plus clair, à mettre des mots sur vos émotions, pensez à vous abonner. Ainsi, vous continuerez à recevoir ces moments de réflexion sur l'art d'aimer, de se quitter et de revenir à soi. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une perte silencieuse, partagez-lui ce contenu. Vous lui offrirez peut-être les mots dont il avait besoin sans le savoir. J'aimerais consacrer ce dernier grand mouvement à une question essentielle. Comment aimer désormais ? Car au terme de toute cette réflexion sur le regret et la perte, la vraie question n'est pas tant de savoir si l'autre regrette, mais de savoir comment nous voulons aimer à partir de maintenant. Quelles leçons tirons-nous de ces silences pour nos amours futurs ? La première leçon, je crois, c'est d'aimer sans se perdre. Tant de pertes silencieuses naissent d'un déséquilibre, l'un se donne entièrement jusqu'à disparaître, et l'autre, étouffé ou désinvesti, finit par s'éloigner. Aimer pleinement ne signifie pas se dissoudre dans l'autre. Cela signifie rester soi-même tout en s'ouvrant. Garder son centre, ses amitiés, ses passions, son intériorité, et aimer depuis cette plénitude plutôt que depuis un manque. Celui qui aime depuis un manque s'accroche et finit par faire fuir. Celui qui aime depuis une plénitude offre sans étouffer. Apprendre à aimer sans se perdre soi-même. Voilà, peut-être, le travail d'une vie. La deuxième leçon, c'est d'oser dire les choses à temps. Nous avons vu combien de relations se perdent par manque de courage, par incapacité à exprimer ce qui se passe en nous. Décidons, vous et moi, de ne plus garder pour nous les mots importants, de dire « je tiens à toi avant qu'il ne soit trop tard », de dire « j'ai peur, aide-moi », plutôt que de fuir en silence, de dire « tu me manques » sans attendre d'avoir tout perdu. Les mots qu'on retient finissent par devenir des regrets. Alors disons-les à temps à ceux qui comptent. La troisième leçon, c'est de faire confiance à la vie. Je sais que lorsqu'on souffre d'une perte, il est difficile de croire que l'avenir nous réserve encore de belles choses. On a l'impression que cette personne était la seule, que plus rien d'aussi beau ne nous arrivera. Mais ce n'est pas vrai. La vie est vaste et notre capacité d'aimer est inépuisable. D'autres rencontres viendront, d'autres liens se tisseront. Peut-être plus justes, plus mûrs, plus alignés avec qui vous êtes devenu. La perte n'est pas la fin de l'amour. Elle est parfois le passage nécessaire vers un amour plus vrai. Je voudrais, en m'approchant de la conclusion, récapituler avec vous le chemin parcouru pour que ces idées se déposent bien en vous. Nous avons commencé par observer les signes du regret silencieux chez celui qui nous a perdus, la réapparition sans raison,
par laquelle une personne brise le silence sous un prétexte anodin. La présence par procuration, ce fil invisible qu'on maintient par crainte de l'aveu. L'idéalisation du passé, qui transforme l'absence en source de gratitude tardive. La difficulté à passer à autre chose, signe que ce qu'on a partagé était irremplaçable. Le changement tardif, lorsque la perte devient le maître qu'aucune parole n'avait su être. L'aveu déguisé en hasard, ces phrases lâchées qui en disent plus qu'elles ne le voudraient. Et le soin de ne pas blesser cet amour qui survit dans la délicatesse. Puis nous avons opéré le retournement essentiel, en ramenant le regard vers vous. Nous avons compris que chercher le regret de l'autre, c'est souvent chercher une réparation de notre propre valeur. Et nous avons vu que cette valeur ne dépend de personne, qu'elle est en vous, entière et intacte. Nous avons suivi le chemin d'Hélène, qui a cessé de fixer la porte par laquelle on était sorti pour réinvestir toutes les autres, portes de sa vie. Nous avons appris à accueillir nos émotions plutôt qu'à les fuir, à cesser d'interpréter sans fin, à réinvestir notre propre existence. Nous avons réfléchi à ce qu'il faut faire si l'autre revient, en gardant la fidélité à nous-mêmes comme boussole. Nous avons parlé du sens des pertes, de ce qu'elles nous enseignent, du pardon à accorder à l'autre et, plus difficile encore, à soi-même. Nous avons évoqué la clôture que nous nous offrons à nous-mêmes, sans attendre qu'elle vienne du dehors. Et nous avons dessiné une manière nouvelle d'aimer, sans se perdre, en osant dire les choses à temps et en faisant confiance à la vie. Si je devais ne garder qu'un message de tout ce que nous avons partagé, ce serait celui-ci. Le plus important n'est pas de savoir si l'on regrette de vous avoir perdu. Le plus important, c'est que vous ne vous perdiez pas vous-même, que vous ne vous égariez pas dans l'attente, dans le doute, dans la quête de validation. Vous êtes une personne entière, digne d'amour, indépendamment du regard de quiconque. Et la plus belle chose que vous puissiez faire de cette épreuve, c'est de revenir à vous plus conscient, plus libre, plus capable d'aimer et d'être aimé. Permettez-moi de terminer par une pensée qui me tient à cœur. La vie est faite de rencontres et de séparations, de présence et d'absence, de liens qui se nouent et de liens qui se défont. Nous ne pouvons pas tout retenir. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de partir, ni les forcer à rester. Mais nous pouvons choisir qui nous voulons être à travers tout cela. Nous pouvons choisir de répondre à la perte par l'amertume ou par la croissance, par la fermeture ou par l'ouverture, par la peur ou par la confiance. Et ce choix-là, personne ne peut nous l'enlever. Il est, peut-être, notre dernière et plus profonde liberté. Alors, je vous le souhaite, du fond du cœur, que vous trouviez la paix, non pas dans le regret d'un autre, mais dans la réconciliation avec vous-même. Que vous appreniez à vous regarder avec la même douceur que celle que vous offririez à un ami cher. Que vous cessiez d'attendre que quelqu'un reconnaisse votre valeur pour la reconnaître vous-même, pleinement. Et que de chaque perte, même silencieuse, vous fassiez naître une part de sagesse, de force et de tendresse nouvelle. Le silence de celui qui vous a perdu n'a pas le dernier mot. C'est votre vie, votre lumière, votre capacité à vous relever qui ont le dernier mot. Et ce mot-là, j'en suis convaincu, peut être un mot d'espérance. Car nous sommes faits pour aimer, pour grandir et pour renaître, autant de fois qu'il le faudra. Aucune nuit n'est si longue qu'elle empêche le jour de revenir. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et soyez doux, avec les autres comme avec vous-même.